Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Ça y est, la ligne est à vous, 39 21 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Alors j'attends vos témoignages, vos souvenirs, vos expériences. J'attends que vous me parliez de vous, de vos désirs, de vos rêves. Chaque histoire est singulière bien sûr, mais on reconnaît souvent un peu de soi à travers l'autre et ça permet quelquefois de réagir et même d'avancer. Et puis peut-être aussi êtes-vous dans un moment compliqué de votre vie, n'hésitez pas à appeler, on peut y réfléchir ensemble, ouvrir des portes. Voilà, l'idée c'est de bavarder, d'échanger et croyez-moi, c'est meilleur quand on partage. Avec moi ce soir, Paul, Geoffrey, deux perles au standard qui vont vous accueillir tout au long de la soirée. Merci à Fifi aussi qui met tout son talent à la réalisation de cette émission. 39 21, notre numéro d'appel et vous allez passer avec moi à l'antenne. 7 39 21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit, bien sûr. Vos réactions m'intéressent, m'interpellent. Et vous pouvez toujours aussi nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Je vous propose de commencer cette émission avec Clara. Bonsoir Clara. Bonsoir Caroline, je vous remercie de me prendre à l'antenne, je suis un petit peu impressionnée. Oh, ne vous inquiétez pas, vous êtes au téléphone, voilà, on se détend, on parle tranquillement. Bon, tout d'abord, j'ai 65 ans. Je vis seule depuis une trentaine d'années. Ça ne veut pas dire sans histoire, mais je vis seule. Oui. Et il y a 6-7 mois, là, j'ai rencontré dans un milieu amical quelqu'un qui avait un parcours un petit peu similaire au mien. Et nous nous sommes rapprochés. Mm-hmm. Et donc quand cette histoire a commencé, je lui ai demandé comment il ce qu'il en espérait et il m'a cantonné ça dans la case loisir. Oui. Et moi j'ai répondu que loisir j'avais, mais que j'étais plutôt en demande de tendresse. Mm-hmm. Alors ça déjà, ça a créé un vent de panique. Ah. Oui, panique à bord. Et puis j'ai calmé les choses et ça a continué. Bon. Et bon, nous nous rencontrions 3 fois par semaine. Et quand nous sommes ensemble, ça se passe bien. Mais en dehors de ces rencontres-là, j'ai aucun signe de vie. Je trouve ça un peu frustrant et un peu peinant. Oui, ça vous fait de la peine, tout simplement. Oui, tout simplement. C'est quelqu'un de très organisé, qui dérange pas ses cases, enfin bon. Et il y a une quinzaine de jours, il a eu une panne sexuelle. Alors là, panique à bord. Et moi, j'ai essayé d'être tendre et apaisante en disant que c'était avec de la confiance et de la tendresse. Il me semblait que c'était des choses qui pouvaient se rétablir et puis que aussi nous étions à un âge où ces choses-là me semblaient bien logiques. sûr, pouvaient arriver éventuellement, mais comme à tout âge, je me permets de vous préciser. Bon, ouais, bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Mais oui, les petits jeunes de 20 ans, ils sont impressionnés, donc ça leur arrive aussi. Et puis, quand on avance aussi, quelquefois on est fatigué par une bonne journée, donc à tout âge. Voilà. Tout âge. Merci Caroline. Et donc, le lendemain, il rompait. Ah. Voilà. Alors, je voulais avoir votre éclairage là-dessus parce que ça me semblait tellement disproportionné par rapport... ou alors je me suis mépris... je me suis sans doute mépris puisqu'il n'y avait pas de manifestation entre-temps, entre les jours où on se voyait. Mais, voyez, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit en rompant, justement ? Eh ben, il a dit que... je lui ai demandé comment il nous voyait, puisqu'il envisageait cette issue. Alors, il m'a répondu en couple bancal et qu'il ne voulait pas vivre l'enfer du lit. Voilà. Oh là là, c'est-à-dire que ça a été très traumatisant pour lui. Oui. C'est une vraie blessure, ça, hein ? Oui. Il a eu du mal à encaisser. Oui, il n'a pas encaissé, oui. C'était la première fois que ça arrivait. Oui. Bon, d'habitude, ça se passait bien. Oui. Il n'a pas supporté l'image que vous pouviez avoir de lui et surtout lui, l'image qu'il avait de lui dans ces moments-là.
Oui, c'est pas. Moi, je lui ai pas renvoyé quelque chose de négatif. Hein, mais... Non, mais c'est ce qu'il a imaginé que vous pouviez penser. Ce qui n'a rien à voir. Je suis sûre que vous avez été apaisante. Oui. Mais en réalité, peu importe tout ce que vous avez dit, tout ce que vous auriez pu lui dire, il ne l'a pas entendu. Il n'a pensé qu'à une seule chose, c'est qu'il n'avait pas assuré et que désormais vous alliez peut-être porter sur lui un regard dévalorisant. Oh là là. Ouais. Il n'aurait rien entendu. Quoi que vous puissiez dire, il n'aurait rien entendu. En tout cas, à ce moment-là précis. Oui. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'il vous a dit le lendemain? Oui. L'enfer du lit, c'est-à-dire être confronté pour lui en permanence à l'idée, l'angoisse de ne pas y arriver. L'appréhension. Oui, ouais. D'accord. Mais ça, vous ne pouvez pas grand-chose pour lui. Hein. Vous ne pouvez pas grand-chose pour lui parce que pour lui, peut-être que son image, l'idée qu'il a de lui passe par là. Oui. Et encore une fois, même si vous lui dites que ça n'est pas très important et que de toute façon ça arrive et que, je vous le répète, ça arrive à tout âge, c'est lui avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est pas ma réaction qui a été mauvaise. Non, rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. De toute façon, je vous fais confiance, j'entends votre voix, j'imagine que vous avez dû lui dire des choses douces et de manière au contraire à tempérer son embarras. Complètement, oui. Il a eu une réaction violente sur le coup, enfin quand je dis violente, c'est-à-dire énervé, un peu de colère, un peu de... Non, il était désolé, il voulait partir. J'ai dit pas du tout, voilà. Il voulait partir tout de suite. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait du mal à supporter votre regard. Et ça n'a rien à voir avec vous. Rien. Ouais. Alors, bon. Je suis perplexe, c'est pour ça que je me suis... Enfin, je voulais non, mais vous avez très bien fait d'appeler parce que vous n'êtes pas en cause. Vous n'êtes pas en cause. Sûrement, de toute façon, déjà, quand il commence à vous fréquenter, on va le dire comme ça, je crois que c'est quelque chose, parce qu'il a, mon Dieu, quel âge, lui? Il est un peu plus jeune, 62. 62. Bon, ça doit être déjà une idée qu'il turlupine. Quelque chose qu'il sait qu'il va devoir affronter, et puis un jour ça arrive. Et voilà, ça y est, il y est confronté. Ouais. Et ce jour-là, il ne le supporte pas. Quand il vous parle de l'enfer du lit, il faut entendre, hein, ce sont des mots forts. C'est-à-dire que, c'est violent, hein. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il voit à chaque fois une obligation de performance. D'accord. De montrer qu'il doit être à la hauteur. Et encore une fois, vous n'êtes pour rien là-dedans. C'est lui. C'est lui qui se l'imagine. Ah oui. Alors, vous savez, moi, je serais vous, je crois que je laisserais passer un petit peu de temps. Parce que là, tout de suite, on est à chaud. Oui. Et il a honte. Voilà. Vous pensez qu'il a honte? Ouais, il a honte. C'est ridicule. Oui, on est d'accord, parce que ça vaut pas le coup, parce que malgré tout, vous avez peut-être des choses à vivre tous les deux. Oui. Il a honte. Moi, je laisserai passer un petit peu de temps et je le rappellerai d'ici 2-3 semaines. En lui disant c'est idiot, ça veut rien dire, et puis on peut se voir, on peut bavarder, on s'entend bien. Moi j'avais du plaisir à ces moments qu'on passait ensemble. Oublions ce que tu appelles l'enfer du lit, on est obligé de rien. Et puis si ça se passe, ça se passe. Et voilà, on ne s'oblige à rien. Oui. Mais je laisserai passer un peu de temps parce que là tout de suite, il a du mal à digérer. C'est trop violent. Ouais. Il a du mal à digérer, c'est comme si il était déchu. Ça doit être très important pour lui. C'est très important pour les hommes en général, vous le savez, Clara. Oui. Mais certains hommes vivent ce genre de non-événement, parce que voilà, c'en est un, de façon plus intense que d'autres. Ouais. En tout cas, écoutez, si jamais nous avons des auditeurs, des auditrices qui ont connu le même genre de situation que vous, parce que mon Dieu, croyez-moi, c'est extrêmement courant. Hein. Ça devrait arriver à d'autres. Bien sûr, on entend, enfin voilà, il est souvent question de ça, hein, sachez-le. Oui. Donc si vous avez éventuellement un petit coup de pouce à donner à Clara, parce que ce que je voudrais que vous entendiez, c'est que vous n'y êtes pour rien. Vraiment, ça n'est pas vous.
Ce n'est pas vous, c'est lui. Avec lui, ça a à voir avec son histoire personnelle. Et ça s'est passé avec vous. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. En votre compagnie, d'une certaine manière. Oui, mais je trouve tellement la réaction énorme par rapport... je sais pas, c'est un homme intelligent. Il aurait pu voir que j'y étais pour rien. Et je sais pas, je trouve que c'est démesuré comme réaction. Vous avez tout à fait raison, mais l'intelligence n'a rien à voir avec ça. Absolument rien à voir, c'est totalement irrationnel. C'est irrationnel, la honte. La honte, ça a à voir avec le regard des autres. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et c'est pas de l'intelligence. Ça ne se raisonne pas. Ça ne se raisonne pas. Non, pas du tout. Et c'est pas vous. Je vous répète que c'est pas vous. Oui. Donc, vous n'avez rien fait, rien dit qui ait pu provoquer ce genre de choses. C'est tout simplement lui qui ne supporte pas que ça ait eu lieu. Il ne se voit pas comme ça, il ne veut pas se voir comme ça. Ça lui est insupportable. Oui. Voilà. Bon. Mais on va avoir des témoignages, Clara. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai d'autres infos au cours de la soirée. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Mais je vous en prie, appelez d'ici 2-3 semaines d'un ton, voilà, c'est pas plus important que ça. Et puis, on a du plaisir à être ensemble. Et puis, si ça se passe, et ben ça se passe. Et puis, laissons-nous vivre. Laissons-nous vivre. Oui. Tout simplement. Et si chaque fois il a cette appréhension, enfin, c'est assez... Écoutez, voilà ce qui va se passer. Peut-être que vous allez vous revoir. Peut-être que vous n'allez pas y retourner, dirons-nous, la première fois, ni même la deuxième. Peut-être que vous pouvez aller faire un petit, je sais pas, un petit tour ensemble, un cinéma, tout à fait, quelque chose comme ça. Et puis, mon Dieu, un jour, ça se reproduira sans doute. Mais n'appelez pas tout de suite parce que tout de suite, vous feriez chou blanc. Oui, non. Il est dedans. À la limite, je vous écoute, mais c'était pas dans mon idée d'appeler, quoi. Voilà. Ouais. Oh, mais vous savez, qui ne risque rien n'a rien. Hein? Oui. Et moi, je crois que cet homme tenait plus à vous que vous ne l'imaginez, parce que sans doute il n'aurait pas réagi comme ça. Voilà. D'accord. Si vous lui étiez indifférente, ça se serait passé autrement. D'accord. Merci Clara de votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Circus ce soir et demain sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Alors, de la part d'Éléonore, qui nous envoie un petit SMS, un coucou à Mylène. Voilà, et tout de suite, avant d'accueillir Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Caroline. Alors, je crois que vous avez déjà bavardé il y a quelque temps de cela avec Caroline Dublanche et vous vous posez à nouveau des questions. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles ? Bon, alors pour résumer un peu l'histoire, voilà, j'ai 26 ans. Ouais. Je suis prof maintenant et en fait j'ai consacré beaucoup de mon adolescence à mes études et à la préparation de mon métier. Mmh. Ce qui fait que je me retrouve un peu chou blanc à mon âge, c'est-à-dire que j'ai personne pour partager ma vie et j'ai jamais eu personne pour partager ma vie. Voilà. Mais au cours de vos études, ça n'était pas mixte ? Si, mais en fait, j'ai fait des études j'ai fait des études de lettres, en fait, et donc il y a 90% de filles oui. et 10% de garçons seulement. Oui, ça ouvre des perspectives, ça, normalement. Oui, mais je suis quelqu'un d'assez timide. Ah voilà, d'accord. Voilà, on a posé le problème. Ok. Et donc je m'inquiète, je me pose des questions parce que, si vous voulez, bon déjà pour replanter un peu le contexte familial, beaucoup de gens dans ma famille, en particulier des hommes, se sont retrouvés seuls tout au long de leur vie. Mm. Et donc moi j'ai peur, même si mon objectif c'est pas de juger leur vie, ils l'ont mené comme ils le veulent, mais moi j'ai peur de suivre ce chemin-là parce que justement j'ai le souhait de rencontrer une femme, de construire quelque chose avec elle.
Alors, j'avais suivi les conseils de Caroline Dublanche, dans le sens où je me suis inscrit sur un site de sortie pour multiplier les rencontres. Ouais, OVS, on va sortir.com. Voilà. Génial. Tout à fait. D'ailleurs, en vous attendant, j'étais dessus. Donc, Ben voilà. Et donc, je fais plusieurs sorties, je rencontre plusieurs femmes de mon âge. Simplement, je ne sais pas comment m'y prendre, quoi. Je ne sais pas si je vais en faire trop ou pas assez. Alors, si j'en fais trop, pardonnez-moi l'expression, c'est quoi trop? C'est peut-être aller trop vite, justement, trop vite en besogne Trop vite en besogne, c'est-à-dire que dès que vous l'avez rencontré, vous lui proposez d'aller plus loin? Ah non, bon. Je suis pas maladroit à ce point-là. Non. C'est ce que j'imagine, parce que vous me dites que vous êtes timide, donc ça n'allait pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question de qu'est-ce que vous appelez pour vous le trop vite en besogne, ça veut dire quoi? Je pense que les femmes me perçoivent trop vite comme un ami, en fait, parce que je suis quelqu'un qui adore être à l'écoute. D'ailleurs, si je suis un inconditionnel de l'émission, c'est pas pour rien. Je fais d'ailleurs de la radio dans ce sens-là aussi, et donc du coup, elles se confient à moi parce que je suis quelqu'un d'assez doux, d'assez à l'écoute. Elles aiment se confier à moi, elles aiment me parler de leurs problèmes sentimentaux, amicaux, familiaux. Mais vous savez que, Romain, ça c'est la meilleure façon de draguer les filles, de les faire parler d'elles. Ah. Eh oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous pensez ? Bien sûr, si vous arrivez et que vous ne parlez que de vous, elles vont se dire il s'intéresse pas à moi, il ne pense qu'à lui, il est peut-être un peu égocentrique, il est prétentieux. Les séducteurs, les vrais, savent très bien que pour séduire une femme ou un homme, séducteur, séductrice, le plus important c'est de faire parler l'autre de lui ou d'elle. Tout à fait. Alors donc, comment ça se fait justement que rien n'aboutit alors? Parce que à un moment donné, vous oubliez que vous êtes là et vous lui laissez prendre absolument toute la place. Parce que il est question aussi de partager. Donc éventuellement de donner votre avis. Si elles se confient à vous et qu'elles vous font part, par exemple, je ne sais pas moi, de leurs affaires de cœur, de leurs histoires sentimentales, et que vous donnez des conseils actifs, là effectivement, vous vous situez comme un ami. Tout à fait. Donc ça n'est pas la marche à suivre. Très bien. Par contre, ce que vous pouvez, vous, c'est lui parler d'elle. Pas de vous, d'elle. Lui dire comment vous la trouvez, ce que vous appréciez, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez faire avec elle. Ce que vous aimeriez faire avec elle, bien entendu, je ne parle pas de choses grivoises, mais ce que vous j'entends tout à fait. Mais que ça serait sympathique, que vous aimeriez avoir son avis sur tel ou tel film, sur tel bouquin. Est-ce que vous aimeriez lui faire découvrir tel bar, tel bistrot? Est-ce que je sais moi que vous avez envie de vous promener avec elle, que ça serait sympathique de partir 2 jours ici, 2 jours là? Vous voyez? Et puis être seul, comme les hommes de votre famille, ça n'est pas une fatalité. Arrêtez de penser que ça va vous arriver à vous aussi et que c'est une fatalité. Parce que ça, si vous l'avez dans la tête, c'est pas bien. Oui, voilà, c'est vrai que c'est assez obsessionnel, je l'avoue. Et donc du coup, ça aboutissait assez à pas mal de remises en question parce que je me disais alors finalement, si je suis tout seul, c'est que je suis pas beau, c'est que je suis pas intéressant. Et mon meilleur ami me dispute souvent à propos de ça parce qu'il me dit mais non, tu n'es pas moche. Certainement vous n'êtes pas moche et certainement vous êtes intéressant. Moi je vous écoute et je vous trouve intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout dépend aussi de comment vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes un peu spectateur de vous-même. C'est vrai. C'est vrai que j'ai du mal à prendre ma vie en main. Je suis assez dans le niveau professionnel, tout va bien parce que tout est bien cadré. Je sais où je vais, je sais que je suis encadré. Enfin, voilà, il y a une ligne bien tracée. Mais dans ma vie, c'est à moi d'être le capitaine de ma propre vie, de mon propre bateau. Et là, je suis assez tétanisé. Je me dis, est-ce que je fais le bon choix? Lâchez-vous, voilà. Romain. Arrêtez de vous regarder. Lâchez-vous. Arrêtez de vous poser des questions, de vous demander comment vous êtes, comment vous n'êtes pas quand vous êtes avec une jeune femme. Si vous voulez, soyez plus dans le moment, dans la spontanéité. Et ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul.
il y a 2 jours, vous voyez, j'ai assisté à une soirée donc en lien avec ce site et je me suis senti bien. C'est vrai que c'était un moment où je contrôlais plus grand-chose, j'étais plus dans le contrôle, mais paradoxalement, au bout d'un moment, je me suis dit mais je me sens bien, quoi. Bah oui, justement. Et j'avais l'impression d'être réellement moi-même, de plus réfléchir à l'image que je devais donner. Et c'était assez effrayant, mais c'était novateur pour moi. J'ai vécu la soirée différemment. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire oubliez comment on peut vous trouver, oubliez les regards des autres sur vous. Soyez vous en arrêtant de vous poser des questions. Arrêtez de se poser des questions. Ouais. Ça, non mais arrêtez de se poser des questions au moment où vous y êtes. Très bien. Vous comprenez ? Je reçois un petit SMS. Il ne s'agit pas de draguer, mais de troubler une femme. Oui, il faut savoir écouter une femme, mais son attitude doit être agréable et pas vieille France. Voilà, il s'agit de vous. Donc, d'une certaine manière, on dit la même chose. Vieille France, c'est-à-dire que vous êtes dans la maîtrise. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, peut-être un petit cours de relaxation juste avant, chanter dans votre bain, sous la douche, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais au moment où vous y êtes, ne pensez plus à rien. Dites ce que vous avez à dire, écoutez-la, faites-la parler d'elle et vous allez voir, ça va se faire tout seul. J'aimerais vous demander, si vous me le permettez, est-ce que vous pensez que c'est bizarre, quoi, à 26 ans, de n'avoir jamais eu de vie sexuelle. Voilà, j'ai sorti. C'est pas inouï. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas et qui n'en parlent pas. Voilà. Je pense que on vit dans un monde où finalement on est connecté, mais seul devant un écran, et ça aboutit à beaucoup de solitude. Finalement. Très bien. Et donc ça, c'est pas une barrière. C'est tout sauf une barrière. Ça peut même être un charme. Croyez-moi. Donc à vous écouter, donc j'ai tous les atouts pour pouvoir parvenir. Mais bien sûr. Attendez. Un petit message de Morgane. Les filles aiment qu'on les écoute, mais elles aiment aussi qu'on les prenne par la main et qu'on les entraîne. Voilà. Donc vous voyez, ce sont les filles qui vous donnent des conseils maintenant. La situation s'inverse. Et oui, et puis un autre petit message de Sandrine. Bonsoir. Peut-être trop d'enjeux et de pression dans vos rencontres. Vous semblez très attachant. Votre naturel devrait être gagnant. Donc voilà. Faites-vous un peu confiance. Soyez vous. Très bien. Et puis vous nous rappelez et vous nous dites comment ça se passe. D'accord ? En tout cas, moi je voulais préciser que j'étais ravi d'avoir pu discuter avec vous. Mais moi aussi. J'appréciais vos interventions. J'avais d'ailleurs dit à Caroline Dublanche. Et ça fait de la libre antenne du mois de juillet une très bonne émission également. Je vous remercie, c'est gentil à vous. Au revoir Romain, à très bientôt. À bientôt. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous allons poursuivre tout de suite avec Jacqueline. Bonsoir Jacqueline, je crois que vous souhaitez réagir au témoignage de notre première auditrice, de Clara. Oui, je l'ai entendu. Moi-même, j'ai 66 ans bientôt. Le même âge que Clara. Voilà, à peu près. J'ai un compagnon qui a à peu près le même âge que le compagnon de Clara. Ce monsieur n'a pas d'érection. Oui. Notre vie sexuelle est très bonne quand même. Voilà, c'est bon à savoir. Et il le prend bien. Oui, absolument. Ça a été comme ça depuis toujours ou ça s'est... je le connais pas depuis toujours, mais il m'a dit qu'il avait de moins en moins d'érection jusqu'à un moment qu'il n'en avait plus. En ce moment, il n'en a plus, mais notre vie sexuelle est formidable. Bon, écoutez, c'est très bon à entendre. Enfin, voilà un homme qui est bien dans sa peau et tout ne passe pas par là. Voilà. Bon, je vous remercie, Jacqueline, parce que c'est drôlement gentil à vous de téléphoner. Puis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la réaction qu'a eu le compagnon de Clara n'a rien à voir avec elle ? Absolument, absolument. Ce monsieur, devait quand même se douter que ça devait lui arriver un jour. Et puis sa fierté était quand même mal placée. Ah, vous pensez mal placée ? Ouais, oui. Moi, je ne sais pas si c'est une fierté mal placée. Je pense que c'est. Son orgueil de mal en a pris un coup.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bon, ça peut se comprendre aussi. Hein, d'un seul coup, c'est la masculinité, la virilité qui est atteinte, et pour certains, ça fait plus mal que d'autres. Oui. Quelquefois, voilà. Oui. Bon, écoutez, merci de votre réaction et merci de témoigner comme ça à l'attention de Clara. Je vous en prie, mais quand je l'ai entendu, ça, je me suis dit, mais tout n'est pas perdu, il y a moyen de faire autrement, quoi, voilà. Ouais, non, mais je pense que ça lui fait du bien parce que elle se sentait coupable. Elle était persuadée que c'était à cause de son attitude successivement à cette panne que ce monsieur avait rompu du jour au lendemain avec elle. Voilà. Oui. Donc, elle n'est coupable de rien. Voilà, donc ce que je voudrais qu'elle entende, c'est qu'effectivement, elle n'avait rien à voir avec tout ça. Et c'est pour ça que je vous suis reconnaissante d'appeler. Maintenant, merci de votre appel. Et si nous avons d'autres auditeurs et auditrices, n'hésitez pas. 39 21, notre numéro d'appel. Au revoir, Jacqueline. Oh, bonne soirée. Et tout de suite maintenant, nous poursuivons avec Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir Caroline, je suis ravie de vous avoir en ligne. Ça aussi. fait un petit moment que j'écoute votre émission et c'est vraiment, je suis une fidèle auditrice, tous les jours j'écoute. Génial. Et aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour vous parler. C'est vraiment pas du tout facile de prendre le téléphone et je suis un peu émue, donc voilà. Je vous appelle parce que en fait c'est dans le cadre professionnel. Oui. J'ai besoin d'un petit conseil. En fait, pour demain sera ma dernière journée de travail avec ma responsable parce qu'elle part en congé, enfin en vacances. Et à son retour de vacances, je ne serai plus là. Enfin, je partirai définitivement. Ça fait presque 10 ans que je travaille pour la même société. Oui. Depuis le début, ça s'est très bien passé, mais vraiment très bien. Termes relationnels, professionnellement parlant, vraiment très bien. Mais voilà, ça fait quelque temps que je réfléchis, que je m'épanouis plus vraiment dans ce que je fais. Voilà, pour moi, il est arrivé temps de partir vers d'autres aventures, de tenter ma chance ailleurs. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Bien sûr, je crois que vous êtes très jeune, hein, vous avez 34 ans, c'est ça? Exactement, oui, j'ai 34 ans et il y a un mois de ça, donc j'en ai parlé avec ma responsable en lui disant que pour moi il était arrivé temps, je ressens le besoin de partir, que j'ai fait le tour, que... Exactement, ça fait 10 ans. Voilà, exactement. Donc j'avais expliqué que j'avais absolument rien à lui reprocher ni à la société. Enfin, j'ai vraiment essayé de rester la plus objective, la plus neutre possible, de vraiment aucune rancune, voilà. Et du coup, j'avais proposé que j'étais désolée parce que les départs de vacances c'était bientôt. Enfin voilà, c'était une période où la société va pas très bien non plus. Et du coup, il y avait pas mal de départs et c'est vrai que le mien était un peu en trop. Et depuis ce jour-là, en fait, ça se passe très mal avec elle. Et je la reconnais pas du tout. Elle a l'impression que vous la lâchez? Totalement. Pour être même tout à fait honnête avec vous, j'ai l'impression qu'elle le ressent comme une trahison. Voilà. Oh là. Voilà. Du coup, suite, donc, je lui avais parlé, je lui avais dit que pendant 10 ans, ça s'était très bien passé. J'aimerais que ça se termine en de très bons termes. J'aimerais que, voilà, je comprends qu'elle a jamais été, elle a jamais voulu que je parte. Mais bon, un jour ou l'autre, ça va arriver. Quel âge a-t-elle, cette personne? Elle n'est pas très âgée. Enfin, elle doit avoir un peu moins de 40 ans aussi. Hein. Un peu moins de 40 ans. Et elle est dans cette société depuis combien de temps? En fait, on est arrivé plus ou moins à la même période, sauf qu'elle est devenue responsable quelques mois après. L'ancienne responsable est partie, donc elle a pris ses fonctions. Et je savais qu'elle allait pas très bien le prendre. Parce que j'ai toujours cru comprendre et elle m'a toujours dit qu'elle comptait beaucoup sur moi dans le service, on va dire. Mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas.
C'est-à-dire qu'elle pense à elle là-dedans, elle pense pas à vous, elle se demande comment elle va faire sans vous. Tout à fait. Tout à fait. Donc, étant donné que j'ai pas du tout voulu la contourner en allant voir directement la direction ou quoi que ce soit, j'ai vraiment voulu rester la plus correcte possible, la plus disponible, arrangeante, conciliante. J'avais même proposé de pas du tout prendre de congé d'été, de rester pour que les choses se passent le plus correctement possible, pour que l'équipe n'en pâtisse pas non plus. Enfin voilà, j'avais vraiment... Vous avez tout fait. Pour que, franchement, honnêtement, oui, j'ai vraiment tout fait pour que les choses se passent bien. Et suite, donc, elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir, qu'elle allait voir, et puis 15 jours après, elle me rend sa réponse. Ferme, définitive. Elle m'a demandé de poser mes congés tout de suite, de partir, et qu'il n'y avait aucune possibilité de discussion, de trouver un arrangement à l'amiable, que la décision émanait de moi et qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, que je donne ma démission, etc. C'est dire à quel point elle tient à vous. Tout à fait. Oui, elle tient à moi, mais c'est un petit peu paradoxal. C'est brutal. Voilà, comme elle ne supporte pas l'idée que vous allez partir, plus elle vous a devant elle et plus ça la fait, soyons clairs, souffrir. Je pense qu'elle est très attachée à vous. Elle ne doit, attachée à vous professionnellement. Elle a investi sur vous. Vous comprenez ? Et l'idée que vous allez partir, finalement, pour elle, c'est douloureux. Alors, quelle attitude avoir demain ? C'est la question. En fait, moi, si vous voulez, j'ai essayé de me mettre à sa place en me disant effectivement, je comprends qu'elle soit triste que je parte, parce que je pense que si ça l'atteignait à ce point-là, c'est que effectivement, elle était très attachée à moi. Mais en même temps, je me suis sentie un petit peu blessée, parce que je me suis dit, en fait, j'avais pas le droit de décider de partir. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'elle ne vous reconnaît pas votre liberté, elle ne vous reconnaît pas votre libre arbitre, elle ne vous assimile pas à une personne, mais plutôt à une chose dont elle disposerait. Voilà, et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à discuter uniquement avec le service de la RH, qui, eux, étant donné que la société ne va pas bien, donc ils étaient tout à fait pour les départs volontaires. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucun contact avec elle. Moi, j'ai rompu tout lien, enfin, à part professionnellement, je parle. Mais à partir de ce moment-là, j'avais plus de lien direct. Il y avait plus ces discussions du matin. Voilà, il y avait quelque chose de complètement rompu. Et demain, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, la question. Et en fait, voilà, demain, qu'est-ce qu'on fait ? Et d'autant plus qu'elle a commencé un petit peu à m'harceler en m'envoyant des mails de reproches et auxquels elle s'attendait à ce que je réponde, notamment sur une question de vacances. Et du coup, là, j'ai compris que là, ça commençait à devenir un peu dangereux. Et j'ai pas répondu aux mails. J'ai continué à faire le travail et à appliquer ses ordres, et pour pas justement trouver quelque chose à me reprocher. Et du coup, demain sera la dernière journée en sa compagnie. J'hésite entre deux options. Allez-y. Est-ce que je dis au revoir et je m'en vais comme tous les jours, comme si de rien n'était. Ouais. Voilà. Je suis pas très à l'aise avec ça, parce que c'est quand même 10 ans de collaboration, de confiance, de beaucoup de partage, beaucoup de services, beaucoup de... Voilà, je veux dire, en 10 ans de vie commune, entre guillemets, professionnellement parlant, ça peut pas se passer comme ça. Et d'un autre côté, aller la voir, discuter avec elle, mais j'ai peur que ça tourne mal, en fait. Bon, alors écoutez, déjà demain, essayez d'être le plus naturel possible. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez arriver avec une petite bouteille de quelque chose ? Quelquefois, quand on s'en va, ça se fait. Non ? Oui, un petit déjeuner, bien sûr, des chouquettes ou des choses comme ça, bien sûr. Un petit déjeuner arrivé le matin, bien sûr. C'est tout à fait courant. Voilà, vous voyez, des chouquettes, etc., de manière à... C'est un geste convivial. On va le dire comme ça. Oui, apporter un petit peu de sérénité. Voilà. Et puis moi, vous savez ce que je ferais ? Aller bavarder avec elle, ça ne sert à rien parce que, finalement, tout ce que vous aviez à lui dire, vous lui avez dit. Visiblement, elle ne l'entend ou ne veut pas l'entendre.
Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Moi, je lui mettrais un petit mot. Pas un mail. Je lui mettrai un petit mot, une petite carte en disant voilà, 10 années se sont écoulées, j'ai été heureuse de partager tous ces moments-là ensemble, ça a été une belle histoire, une belle aventure, mais quelquefois, comme toutes les histoires, il y en a qui se terminent et j'aimerais avoir, je ne sais pas si vous la tutoyez ou si vous la vous voyez, hein, et j'aimerais que néanmoins nous restions en contact parce que c'est tout de même une tranche de vie. Voilà, c'est tout. Et vous lui remettez... Rester vraiment pas du tout revenir sur ce qui s'est passé. Pas du tout. De crever l'abcès. Pas du tout. Le mot suffira. Le mot suffira. Ouais. Ne pensez pas que vous allez... De toute façon, vous lui donnez le mot quand? Demain matin au petit déjeuner, pas le soir en partant. D'accord? Vous le déposez. Donc demain matin, si elle a envie de venir vous voir, elle viendra. Si elle n'en a pas envie, elle vient pas. Donc dans ce cas-là, vous êtes tout de suite fixé. Oui. Si vous voulez, c'est juste que je suis partagée entre deux sentiments qui sont complètement opposés. Vous lui en voulez? C'est-à-dire à la fois je lui en veux et à la fois vous elle me fait de la peine. Voilà, elle me fait de la peine et parce que je la mets dans une situation. Enfin, malgré tout, je ressens que c'est de la colère. C'est voilà, parce qu'elle était attachée à moi, parce qu'elle était voilà. Donc et bizarrement, on en parlait très souvent avant. Bizarrement, on en parlait assez souvent et on se disait que toutes les deux on était très très sensibles et qu'on avait un caractère très très proche en fin de compte. Ouais. Et quand ça se passe bien, alors là c'est voilà, c'est le bonheur. Voilà, et quand ça se passe pas bien, et d'ailleurs c'est la première fois que ça se passe pas bien, et c'est d'autant plus que ça me chagrine qu'on termine sur une mauvaise note. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu partagée entre les deux. On a essayé, suite à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on a essayé de mener un dialogue, de discuter, et en fait, on n'y arrivait pas. Pas tout de suite, plus tard, quand vous serez parti. Quand vous serez parti, d'ici quelques temps, très certainement, ça sera possible. Mais attention, Christelle, parce que ce dernier jour, il est important, parce que, comment dire, vous ne pourrez plus jamais le revivre. Vous ne pourrez plus jamais la refaire, cette prise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, il ne faut rien regretter. Si vous l'ignorez, s'il n'y a pas de mots, s'il n'y a pas, enfin, je veux dire, si vous ne vous parlez pas, vous n'allez pas vers elle, vous allez le regretter toujours. Et surtout, vous ne pourrez pas le rattraper. Donc moi, j'ai toujours tendance à plutôt proposer la conciliation, sauf lorsque ce qu'on vous fait subir est tout à fait intolérable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, c'est pas intolérable. C'est une réaction, à la limite, c'est une réaction qui est dans l'excès parce qu'elle traduit un très grand attachement, tout simplement. Donc, c'est important qu'elle voie que vous partagez, cet attachement. Oui, d'accord. Elle a une vie de couple, cette femme? Oui, oui, bien sûr, elle a une vie de couple, mais pas de famille pour le moment. Et pas de famille. Elle a un homme dans sa vie. Oui, tout à fait. Mais elle n'a pas encore d'enfant. Et moi, si je suis partie, c'est entre autres à cause de la vie familiale, c'est-à-dire que je suis à une distance trop importante de mon travail et ma famille commence à en pâtir. Bien sûr. Et ça, je pense que du fait qu'elle n'a pas encore d'enfant. Oui, elle a du mal à s'en rendre compte, voilà, c'est ça. Elle comprend que c'est difficile, elle comprend que c'est courageux de ma part de venir tous les jours travailler sans jamais me décourager. Ça, elle en est tout à fait consciente, mais de toute façon, l'idée de partir, c'est quelque chose qui la tyrannise depuis quelques années. Elle m'en a fait part à plusieurs reprises en me disant, écoute, le jour où tu m'annonceras ton départ, ce sera le ciel qui me tombera dessus. Vous étiez prévenu, mais vous savez qu'il y a des gens comme ça qui considèrent qu'on doit sacrifier sa vie familiale à la vie d'une société. Et bon, c'est pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes choix ni les mêmes priorités dans la vie. Si vous voulez, moi, si je devais lui reprocher quelque chose, c'est une intransigeance, une intolérance. Si je pouvais, c'est juste. Voilà, on est dans une structure, on est dans des relations professionnelles. On est là pour l'intérêt de la société. On a tous un rôle à jouer pour voilà. Mais que le côté émotionnel, attachement personnel prenne le dessus,
ça me dérange un peu. Oui, vous c'est voyez. ça, c'est-à-dire Parce que c'est vrai qu'après, à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Enfin, les choses sont plus cadrées, ne sont plus encadrées, ne sont plus. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai voulu justement jouer la professionnelle en disant voilà, voilà, il y avait plutôt du tout le côté sentiment, l'attachement, etc. J'ai réussi à passer au-dessus. Ouais. Bah, j'ai eu l'impression elle m'a reproché d'ailleurs de pas avoir été, de ne lui pas avoir avancé, de ne pas lui avoir annoncé mon départ avec de l'émotion. Ah, Donc, je reçois quand même quelque chose de très intéressant à votre attention, Christelle. dites-moi. Un SMS que je vais vous lire et qui ouvre, c'est vrai, une piste. Et qui dit la chose suivante, que votre départ déséquilibre votre responsable. Elle l'oblige à montrer ses vraies compétences. Et le poste de responsable était peut-être pourvu par deux personnes, une qui avait besoin de sécurité et l'autre qui a des compétences. Mais ce qui pourrait traduire chez votre responsable, en fait, un manque de confiance en elle. Et c'est tout à fait vrai en plus. Ouais, c'est ce qu'on peut sentir à travers vos propos. Oui, C'est-à-dire que vous la lâchez, elle a vachement peur. Hein. Ouais, elle a vachement peur sans vous. Oui, tout à fait. Voilà, Tout donc à c'est fait. pour ça qu'elle vous en veut, parce que vous lui permettiez d'assurer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas assurer sans vous. Ça veut dire qu'en tout cas, sans vous, elle a beaucoup moins confiance en elle et qu'elle a peur et qu'elle se sent peut-être moins compétente, hein, tout simplement. Moi, en attendant demain, voilà, c'est votre dernière journée. Je jouerai la carte de la conciliation, quoi qu'il arrive, parce que C'est peut-être. mieux, hein. Mais oui, sinon vous allez le regretter. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, ça fait juste un mois que je suis dans cette bulle-là et j'ai du mal à prendre du recul et à réfléchir avec... Mais oui, faites un joli petit mot ce soir. Voilà. Faites un petit mot ce soir, simple et sincère. Vous lui mettez vous lui donnez 2 mains en main propre au petit déjeuner, avez les chouquettes. et puis ça se passera dans la journée. Bien sûr qu'elle vous en voudra, mais je suis sûre qu'elle viendra vous embrasser. Oui, très bien. Et vous souhaitez bonne super. chance. Merci beaucoup. Bonne chance à vous en tout cas. Au revoir. Merci, je continue à vous écouter. Hein. Merci Formidable. Au revoir infiniment. Christelle. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil Au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Pepper Californication sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Alors, nous allons reprendre et je voudrais tout de suite vous lire un petit mail que je reçois et qui fait suite au témoignage de Clara. Clara, notre première auditrice, qui disait qu'à la suite d'une panne sexuelle, l'homme qu'elle voyait avait rompu du jour au lendemain avec elle. Donc écoutez bien Clara, c'est pour vous, je vous ai dit, nous allons avoir des réactions. Bonsoir, j'avais 25 ans et lui 22. Il n'a rien pu faire avec moi, pourtant toutes les conditions étaient réunies, seul, en vacances, dans une maison de campagne. J'ai tout fait pour le rassurer et minimiser la chose, mais nous ne nous sommes pas revus et je n'ai pas su pourquoi, ou plutôt si. Il était sûrement honteux et vexé, et je pensais plus tard avec le recul. Dommage que cette histoire ait été tributaire d'une panne émotionnelle et mécanique, mais je me suis dit qu'il ne m'aimait pas suffisamment pour passer sur son petit orgueil, voilà tout. Très bonne nuit à vous, Clara. Bien, vous voyez, les témoignages affluent, je compte sur vous pour poursuivre, et tout de suite, nous allons continuer avec François. Bonsoir François. Oui, bonsoir Caroline. Alors, je vous écoute. Oui, alors je vais vous raconter mon histoire, qui est une histoire, je pense, assez banale. J'ai 49 ans et j'ai rencontré donc une femme, une jeune femme il y a 10 mois. Oui. Et notre relation se passe très 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 bien. Et en fait, le seul petit hic actuellement, c'est que cette jeune femme est de confession musulmane. Donc elle fait le ramadan. Et en fait, je me rends compte que j'ai du mal un petit peu à vivre ce mois parce qu'en fait, elle avait décidé que pour le mois du ramadan, on ne se verrait pas. Oui. Donc voilà, j'éprouve un certain manque et je voulais avoir un
d'un éclairage peut-être d'autres auditeurs qui vivent un petit peu ce genre de situation et savoir exactement comment ils le vivent. En fait. Comment ils le vivent et comment ça se passe pour eux, comment ils le perçoivent. Voilà, tout à fait. Ouais. Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que très certainement, cette jeune femme suit la religion et les traditions qui lui ont été enseignées, avec lesquelles elle a été élevée et dans lesquelles elle a baigné. Donc c'est très important pour elle. C'est très important pour elle. Vous dites que vous êtes ensemble depuis 10 mois, donc très certainement vous ne l'ignoriez pas. Non, tout à fait. Et de toute façon, effectivement, dès le début, elle m'a demandé si ça me posait problème d'être avec une musulmane. Oui. Donc elle a été. Le fond ne me posait aucun problème. Bien sûr. Effectivement, mais je me suis, sachant que j'étais un peu ignorant, effectivement, j'allais dire de tous les coutumes et traditions. Ouais, toutes les coutumes et traditions, oui, tout à fait. Oui, vous ne les connaissiez pas, c'est normal. Non, voilà, exactement. Ouais. Écoutez, je pense qu'elle vous a respecté en vous posant la question de savoir si ça pouvait éventuellement vous gêner. Et je pense que vous la respectez en respectant tout simplement sa période, on va dire comme ça, d'absence. Oui. Et j'imagine, je vais vous dire que quand vous allez vous revoir, précisément, elle vous en sera reconnaissante. Elle vous en sera reconnaissante parce qu'effectivement, c'est une forme de respect que vous lui témoignez. Oui, tout à fait. Voilà. Alors pour vous dire, effectivement, on ne perd pas contact parce qu'on est en contact, j'allais dire, quotidiennement au téléphone et tout. Ouais. C'est vrai que je lui fais part un petit peu de ce sentiment un petit peu de frustration et de manque. Et c'est vrai que voilà, on en parle beaucoup et c'est vrai que je voulais savoir un petit peu, effectivement, moi j'aurais souhaité, même pendant ce mois, pouvoir la voir, mais c'est vrai que elle m'a expliqué un petit peu que c'était un peu compliqué parce que voilà, le fait qu'on est quand même très très liés et c'est vrai qu'elle a peur un peu, j'allais dire, de la tentation. Oui, de se laisser aller. Voilà. De se laisser aller. Tout à fait. Et pour elle, ça doit être important de respecter les préceptes. Oui. Voilà, de respecter la tradition. Et de ne pas se sentir en porte-à-faux avec. Et je crois même que si elle vous voyait, peut-être qu'après, elle pourrait vous en vouloir. Donc vous avez tout intérêt à respecter ce choix. Imaginez qu'elle se laisse aller. C'est possible parce que, d'après ce que je comprends, vous êtes très proches. Oui, on est très proches. Donc vous êtes très proches et ça fait que ça pourrait se passer. Et après, elle pourrait vous en vouloir, sans vouloir à elle. Et je pense que ça perturberait, ça nuirait plutôt à votre relation. D'accord. C'est en fait, c'est effectivement cette proximité qui fait que j'ai plus de difficultés en fait à vivre un petit peu cette séparation provisoire parce que oui, c'est vrai que j'ai l'impression en quelque sorte de la perdre un petit peu en fait, que notre relation Non, pas vraiment. Voilà. Un moi qui vous met dans le manque entretient votre désir, vous dit Kitty. Oui. Et c'est vrai. Écoutez, vous allez vivre des retrouvailles formidables, croyez-moi. C'est ce que je souhaite en tout cas. François, au revoir et merci de votre appel. J'ai entendu votre appel à témoignage. Au revoir François. Merci, au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit, le journal avec Anne-Sophie Balbir. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité, l'Espagne en deuil plus de 24 heures après la catastrophe ferroviaire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Dernier bilan provisoire, 80 morts et 35 blessés graves. L'évacuation des wagons accidentés est toujours en cours. L'émotion est encore très vive. Le pays a décrété 3 jours de deuil national. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy était sur place ce matin. Et ce soir, c'est le roi Juan Carlos qui s'est rendu au chevet des blessés. Du côté de l'enquête, c'est officiel maintenant, la vitesse excessive du train, 190 km/h, est bien à l'origine du drame. Et ce soir, l'un des 2 conducteurs a été placé en garde à vue dans l'enceinte d'un hôpital. Il va être entendu par la police. Que sait-on précisément de lui? Les précisions d'Anne Le Gall. Ce conducteur visé par une enquête judiciaire est un professionnel expérimenté. Âgé de 52 ans, il a à son actif 30 ans de service dans les chemins de fer espagnols, dont une quinzaine d'années comme conducteur de train. Légèrement blessé, cet homme a été hospitalisé et doit être entendu par la justice car selon la presse espagnole, il aurait indiqué dans une conversation radio avoir abordé le virage fatidique à 190 km/h au lieu de 80.
L'erreur est humaine, aurait ajouté son copilote après l'accident, avant de poursuivre. J'espère qu'il n'y aura pas de mort, car sinon, je les aurais sur la conscience. Ces premiers commentaires éveillent des soupçons sur une possible imprudence du conducteur du train, d'autant que depuis ce matin, des captures d'écran circulent dans les médias espagnols. Elles reprennent un profil Facebook qui semble être celui du conducteur. Dans une conversation datant de mars dernier, celui-ci se vante de rouler à 200 km/h, photo du compteur de vitesse à l'appui, et il ajoute « Ce serait drôle, je cite, de faire sauter un radar ». On ne sait pas précisément quand ni à quel endroit du réseau a eu lieu cette conversation, mais ce profil Facebook, qui a d'ailleurs été supprimé ce matin, soulève évidemment la polémique. Anne Le Gall. Toute la journée, évidemment, les messages de soutien se sont multipliés. François Hollande a exprimé tout à l'heure au peuple espagnol la totale solidarité de la France. Barack Obama s'est dit choqué et attristé par ce tragique accident. Le président américain a assuré que Washington était prêt à fournir toute l'aide possible à l'Espagne. Retour en France avec la disparition d'un visage emblématique de la nouvelle vague, d'une icône du cinéma d'auteur. Bernadette Lafont est morte aujourd'hui à l'âge de 74 ans. La comédienne avait été hospitalisée en début de semaine à Nîmes à la suite d'un malaise. Actrice de Claude Chabrol dans Le Beau Serge, elle avait aussi été une belle fille comme moi pour Truffaut et la fiancée du pirate pour Nelly Kaplan. Cette année, Bernadette Lafont avait connu un beau succès dans le film Paulette de Jérôme Enrico. Le réalisateur se souvient de cette femme bonne vivante et attachante. J'ai des souvenirs de son emballement et de sa générosité. Je lui dois vraiment d'avoir réussi à faire ce film. Je me rappelle de la première fois où je l'ai rencontrée dans un petit bistrot en bas de chez elle, où elle avait lu le scénario dans tous les sens. Elle m'a dit « Vous ne le savez pas encore, mais c'est moi qui dois faire ce rôle, c'est sûr que c'est moi ». Et elle avait une telle envie que voilà, on a tous été très vite convaincus et je pense que c'était la qualité géniale de Bernadette. Et elle a amené cette force incroyable de cette femme a priori pas très sympathique, xénophobe, etc., mais à laquelle finalement tout le monde s'attache. Moi j'ai fait sa connaissance sur le tard, on va dire, et elle m'a embarqué dans son univers. Elle m'avait fait découvrir sa maison il y a pas longtemps dans les Cévennes du côté de Nîmes et j'ai découvert son univers. Enfin voilà, c'était un mélange de pudeur et de générosité. Et avec une force et une envie de vivre incroyable, quoi. J'arrive pas à croire qu'elle est plus là aujourd'hui. Le réalisateur Jérôme Enrico au micro européen de Diane Chenouda. François Hollande confirme avoir des preuves de vie des otages français enlevés par AQMI à Arlit au Niger. Une information qui avait déjà été communiquée il y a quelques semaines par le président du Niger. Thierry Doll, Marc Ferret, Pierre Legrand, Daniel Laribe, tous les 4 sont donc en vie. Le président n'a pas donné plus de précisions, rappelant que la règle concernant les otages était de parler le moins possible. Plus de 22 ans après les faits, le mystère entourant la mort de 2 fillettes à Vorep en Isère semble être résolu. Un homme de 37 ans a été mis en examen aujourd'hui. Il est suspecté d'avoir tué la petite Sarah, 6 ans, en 1991. Il doit également être entendu sur l'assassinat en 1996 de Saïda, 10 ans. L'individu qui ne reconnaît pas avoir intentionnellement donné la mort a été confondu par son ADN, Émilie Nora. Absolument, les taches de sperme prélevées sur la chemise de la petite Sarah et les traces génétiques relevées sur le t-shirt de Saïda accusent le même homme, Georges, 37 ans, alors âgé de 15 et 20 ans au moment des faits. Il est passé aux aveux ce matin, a précisé le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Il a globalement reconnu les faits en fournissant des explications, en disant que c'était un peu involontaire ce qui s'était passé. Et les dernières explications, il dit que le diable est entré en lui et qu'il a pris un coup de folie pour ce qui concerne la petite Siad. À Vorep, au pied de la Tour Verte, où vit Georges, aujourd'hui très handicapé par une maladie de dégénérescence musculaire, ses voisins sont médusés. Tous les jours on le côtoie, quoi. On lui dit bonjour, nos enfants ils l'aident à porter les courses pour le ramener chez lui. Tout l'immeuble, quoi. On n'aurait jamais soupçonné un voisin, quoi. On tombe des nues. Ça nous a vraiment choqués, quoi. L'homme, père d'un petit garçon de 4 ans, était bien intégré dans la commune, tant et si bien qu'il avait même confié la garde de son enfant à la mère de l'une des victimes. Émilie Nora. Le pape s'est adressé ce soir à des centaines de milliers de jeunes pèlerins sur la plage de Copacabana à Rio au Brésil. Le souverain pontife a demandé 1 minute de silence en mémoire de cette jeune parisienne de 21 ans tuée en Guyane dans un accident de car il y a une semaine. Un peu plus tôt, le pape François était dans la favela de Varginha. Sous une pluie diluvienne, il a prôné le partage et invité les riches à venir en aide aux déshérités avant de bénir la petite chapelle du quartier.
quartier. De nouvelles violences en Tunisie, à Sidi Bouzid, dans le centre du pays. Le siège du parti islamiste au pouvoir Ennahda a été envahi et incendié cet après-midi. On apprend ce soir que la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de manifestants réunis devant le ministère de l'Intérieur. Ça fait suite à l'assassinat d'un leader de l'opposition, Mohamed Brahmi. Son corps a été criblé de balles cet après-midi devant son domicile à Tunis. François Hollande a condamné avec la plus grande fermeté cet assassinat. Par ailleurs, la principale centrale syndicale tunisienne a décrété une grève générale demain dans tout le pays. Il y a 5 mois déjà, l'opposant Chokri Belaïd avait été tué. On passe tout de suite à la météo avec 25 départements en alerte orange, des Landes à l'Aisne en passant par l'Île-de-France. L'Isère et le Rhône sont placés en vigilance pour un début de canicule. Des orages violents sont attendus cette nuit et jusqu'au matin, notamment entre la région parisienne et le Poitou. Le temps sera mitigé avec des nuages et de la pluie. Plus au sud, il y aura du soleil. Les températures 23 à Brest, 26 à Paris, 30 à Marseille, 32 à Ajaccio, 35 à Besançon et 36 à Perpignan. C'est la fin de ce journal. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit 7. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Caroline Veil pour la Libre Antenne. Nous entamons notre deuxième heure de Libre Antenne. 3921, notre numéro d'appel. J'attends que vous me parliez de ce que vous vibrez, de ce qui vous fait vie, de ce qui vous trouble, de ce qui vous passionne. Et puis peut-être il y a des questions qui sont quelquefois plus intenses au cœur de la nuit. N'hésitez pas, je suis à votre écoute et ensemble nous déroulons le fil. 3921, donc notre numéro d'appel, 7 39 21, en commençant par le mot nuit pour vos SMS, et j'attends vos mails sur notre site europe1.fr. Alors, tout de suite, nous allons poursuivre cette émission avec Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir Caroline. Voilà, qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous appelle concernant... je tiens à vous dire que je suis déjà ravi de vous avoir au téléphone. Ouais, c'est gentil ça, moi aussi. Et ça fait 5 ans que je vous écoute, donc c'est vrai que c'est très agréable d'écouter cette émission. Et en fait, du coup, j'ai voulu intervenir ce soir dans cette émission pour vous parler d'une histoire qui m'arrive, qui est assez troublant. C'est vraiment troublant. Oui. Parce que c'est des choses qu'on ne s'attend pas forcément. Je vous explique pour vous et puis pour tous les auditeurs. Oui. Si vous voulez, je suis homosexuel, j'ai 26 ans. Oui. Et en fait, il y a 5 ans de ça, j'étais avec mon ex, avec qui je suis resté 5 ans. Oui. Ça s'est terminé il y a à peu près 2 ans environ. Et donc, je me suis remis avec quelqu'un pendant 1 an. Oui. Et pour vous résumer, hein. Et donc, là, ça fait 3 mois que je me suis séparé de cette personne avec qui je suis resté 1 an. Oui. Parce que je me suis pas... Donc, vous venez de rompre. Voilà, il y a 3-4 mois, je viens de rompre. Oui. Voilà. En fait, je viens de rompre parce que, justement, je n'arrivais pas à me remettre de la relation... précédente. Voilà, absolument. Voilà. Et donc, j'ai mon meilleur ami. Oui. Qui arrive comme une fleur. Oui. Comme un cheveu sur la soupe. En sachant que ça fait à peu près 15 ans que je le connais. Oui. Mon meilleur ami. J'ai tout partagé avec lui. Hein. Oui. Et vous êtes jeune, je crois. Et je suis jeune, tout à fait. Et en fait, ce meilleur ami me déclare sa flamme. Ah.
et envie de faire une vie à deux avec moi. Ouais. Il dit que ça serait un partage de vie, une relation à deux, comme nos parents font, etc. Enfin voilà, il est très entreprenant là-dessus. Et donc du coup, moi, vu que j'arrive pas à me remettre de la relation avec la personne précédente d'il y a 5 ans, vu que je cherche pas de relation sérieuse et vu que et surtout que c'est mon meilleur ami, et si je dis oui, vous voyez, j'ai peur de gâcher notre amitié. Bien sûr. C'est particulier. Très particulier. C'est particulier, disons que ça jette le trouble. Vous ne vous y attendiez pas du tout ? Pas du tout. Ça a été une vraie surprise. Absolument. Vous savez... avoir votre avis et puis avoir l'avis des auditeurs. Bien sûr. Ouais. Voilà, écoutez, est-ce que vous ressentez une attirance pour lui ? Difficile. J'ai de l'amour pour lui, puisque c'est mon meilleur ami. Ouais. Il y a plusieurs formes d'amour, c'est vrai, vous avez raison. C'est ça. Et je me vois vivre avec lui. Il me dit concrètement que ça serait un partenariat de vie. Ça serait, il voit les choses comme ça. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'il est amoureux de vous, hein. Oui, je pense au fond de lui, oui. Puis moi, je suis naïf, je vois pas forcément. Ouais. Comment vous avez réagi quand il vous en a parlé ? Comment j'ai réagi ? Très bonne question. J'ai été surpris et je lui ai dit, en ayant un langage un petit peu argot, en lui disant non mais t'es sérieux ? Oui. Et il me dit oui, ce sera un partenariat de vie, voilà. Il le prend. Il essaye de le prendre légèrement. Voilà, sans me faire peur parce qu'il sait très bien dans quelle situation. Ouais. Dans la situation dans laquelle je me trouve, quoi. Donc il essaye de faire au mieux aussi avec moi par rapport à ce qui m'arrive aussi. Donc c'est cocasse, quoi. Oui, c'est cocasse, mais en même temps, dans ce que vous dites, je sens que vous l'aimez, mais que vous n'en avez pas réellement envie. J'en ai envie parce que je me vois vivre avec lui quand même. Ah, c'est-à-dire que vous le connaissez si bien que vous imaginez que ça ne pourrait que bien fonctionner ? Oui, voilà. Oui, mais est-ce qu'il y a, soyons clairs, est-ce qu'il y a du désir ? Il y a du désir. Il y a du désir puisqu'on a quand même flirté. Ouais. On a quand même flirté ensemble, donc il y a du désir, ça je le sais. Mais le problème, c'est que je me suis pas remis de la relation, de cette relation de 5 ans avec mon ex. C'est vrai que, parce que c'est vrai que mon ex, je l'idéalisais dans le sens où il était beaucoup plus âgé que moi, où il m'apprenait beaucoup de choses, où voilà. Ouais. C'était une relation, c'était particulier. Parce que lui, je l'ai aimé. Mais donc, redonner un amour à quelqu'un, pour moi, dans ma tête, en me disant, si c'est pour me casser la binette, c'est pas la peine. Non. Dites-moi, Julien, il y a une urgence à prendre une décision ? Non. Eh bien, je crois qu'effectivement, dans ce cas-là, il serait urgent d'attendre. Et vous pourriez éventuellement le présenter comme ça à votre ami, en lui disant, écoute, je viens de rompre avec quelqu'un, précisément parce que je n'arrivais pas à me remettre de mon histoire passée. Toi et moi, nous sommes tellement liés que j'ai peur de ne pas encore avoir digéré et de ne pas être en mesure de te donner ce que tu attends. Enfin, vous le dites avec vos mots à vous, hein, bien sûr. Oui. Je suis pas en mesure là tout de suite, et je pense qu'on pourrait aller droit dans le mur et que du coup on passerait et à côté d'une histoire et à côté de ce qu'on a ensemble depuis toujours. Donc attendons un peu. Maintenant je le sais, je l'ai dans la tête, j'y pense, et si ça doit se passer, eh bien ça se passera. Parce
qu'on en a déjà discuté. Hein. Ouais. On en a déjà dialogué. Enfin voilà, dans nos têtes à nous deux, puisqu'on a vu qu'on a flirté un petit peu, on est ensemble sans être ensemble. Ouais. Et on laisse faire les choses. Mais en même temps, laisser faire les choses. Oui, vous pouvez les laisser faire et voir ce qui se passe, voir comment ça évolue. Maintenant, je reçois pourtant un petit SMS à votre attention qui dit « Je ne conseille pas du tout à ce jeune homme de sortir avec son meilleur ami. J'ai fait la boulette et notre relation n'ayant pas marché, j'ai perdu et mon meilleur ami et je ne le vois plus et il est même carrément devenu un sujet tabou. » Alors, vous pouvez bien sûr laisser faire les choses et puis voir ce que ça donne. En lui disant « Je veux pas m'engager. Je veux pas qu'on ait de déception. Et au fond, je ne veux jamais qu'on se sépare d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Donc, laissons faire et le temps et la vie. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Et puis, si ça doit arriver, ça arrivera. Oui, mais dites-lui que vous avez peur de tout gâcher et surtout que vous avez peur encore de ne pas être remis. Voilà. Et de pas... de pas être guéri encore. De ne pas être guéri et que c'est précisément ce qui pourrait tout foutre en l'air au fond, aussi. Et que vous l'estimez assez pour que, vous n'avez pas envie qu'il soit une roue de secours. Ah non, pas du tout. Voilà, dites-lui que c'est ça dont il s'agit, que vous êtes précisément désemparé, que vous tenez à lui et donc c'est pas un rôle que vous avez envie de lui voir jouer. Puisque lui aussi a une relation difficile, etc. Après, c'est pas la solution de facilité, dans le sens où je pense que c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est-à-dire de quelque chose de réfléchi, quelque chose d'adulte. Et ça fait d'autant plus peur, je dirais, venant de son meilleur ami aussi. C'est pour ça, vous avez raison, que je pense qu'il faut laisser les choses... Il faut laisser les choses évoluer tranquillement et voir ce qui se passe. Peut-être que dans 6 mois, vous allez me rappeler en disant « je peux plus m'en passer ». Mais on n'en sait rien. Et puis peut-être aussi que d'ici 2 mois, vous allez vous dire mais c'est impossible, on se connaît si bien. Moi j'ai envie de vibrer, d'être passionné, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Vu que c'est mon meilleur ami, je ne puis m'en passer. Oui, c'est ça, évidemment. Mais peut-être que vous avez envie d'une autre forme d'histoire aussi. C'est vrai. Aussi, oui. Donc, et là, ce serait effectivement une séparation définitive parce que plus difficile à réparer. Il y aurait toujours ça entre vous. Donc, dites-lui peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas très envie de vous engager parce que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Vous n'êtes pas sûr de vous n'êtes sûr de rien et vous vous laissez porter. Mais il le sait, c'est pour ça qu'il y va à pattes de loup. Ouais. Ouais. Mais bon. Je tenais à avoir votre avis quand même ce soir. Écoutez, mais surtout faites ce dont vous avez envie. Oui, bien sûr. Parce que on n'en sait rien. C'est effectivement au quotidien, parce que si c'est votre meilleur ami, vous le voyez souvent. Donc peut-être qu'aujourd'hui, moi je pense que là tout de suite, vous êtes d'une certaine mesure assez déstabilisé par la nouvelle, par ce nouvel éclairage. Ça fait 2 mois, oui. Ça fait 2 mois donc vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de vous familiariser avec l'idée. C'est vrai. Oui, parce qu'il faut la digérer, l'idée. Oui, c'est ça. C'est quand même quelqu'un que vous connaissez depuis 15 ans, donc j'ai fait un petit calcul rapide. Vous connaissez depuis l'âge de 11-12 ans. C'est ça. Moi, je dis qu'on attend. On attend. Ouais, on attend. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. En même temps, on a à peu près le même âge. Oui, c'est ça, mais ça fait déjà... Oui, mais ça fait 15 ans de relation. Vous voyez, ça fait 15 ans de relation et de relation sous une autre forme. Donc, passer d'un seul coup à autre chose, vous pouvez fausser la donne et vous le dites vous-même, vous n'êtes pas certain d'être remis de la rupture de ce garçon avec lequel vous êtes resté 5 ans. Donc ça pourrait... vous allez tout mélanger. Vous allez tout mélanger. Oui, mais en même temps, je ne l'ai pas choisi. Parce que j'ai essayé de me reconstruire après la relation d'il y a 5 ans, en essayant de me mettre avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Au bout d'1 an, j'ai littéralement
arrêter la relation parce que je me rendais compte que c'était pas du tout le chemin que je devais prendre. Ah, vous avez bien fait. Et puis une meilleure amie qui débarque. Enfin, Oui, voilà, donc ça fait un choc. Là, pour l'instant, vous en êtes encore vrai. à digérer la nouvelle. Donc vous voyez, et puis finalement, on ne remplace pas l'un par l'autre. Il faut qu'il y ait un vrai sentiment qui naît. Pour l'instant, c'est pas un sentiment amoureux, c'est une interrogation. Et je pense que juste une interrogation, ça ne suffit pas pour entamer une histoire avec quelqu'un qu'on connaît très très bien. D'accord. Très bien. À bientôt, Julien. Je vous remercie, oui. Bonne chance soirée. à vous, au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. So Wonderful, Émilie Miticou. Toutes vos confidences au 39-21. Et nous allons maintenant poursuivre avec Béatrice. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Caroline, heureuse de vous entendre. Mais moi aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, Béatrice? On vous a pas un peu expliqué, non? Je compte sur vous pour le faire, parce que j'ai envie d'entendre vos mots à vous. Mes mots, d'accord, je vais vous expliquer. Figurez-vous que maintenant, je dis mon âge parce que je m'en moque, j'ai 73 ans. Mes enfants sont élevés, elles ont leur vie, j'ai des petits-enfants qui sont grands et tout. Et je me retrouve seule. J'avais une amie, mon amie est partie, donc ça fait que je me retrouve seule. Et maintenant, tout le temps, sans arrêt, j'ai des flashs qui me reviennent de la maison de mon enfant, là où j'habitais quand j'étais enfant. Oui. Sans arrêt. Alors, vous voyez, je suis en train, de faire la vaisselle. Oui. Tout d'un coup, paf, je me revois dans l'escalier de cette maison. Ouais. Puis, je me revois dans les chambres, je me revois avec mes parents, mes grands-parents. Je revis toute mon enfance. Et ça me perturbe, parce que ça me vient tout d'un coup comme un boomerang, là, sans arrêt, ça me revient, alors que des fois je suis avec ma petite fille, que je m'amuse, que je me promène, et voilà donc ça m'inquiète, ça vous comprenez, je voudrais un peu me détacher de ça, parce qu'il y a 20 ans que j'ai quitté cette maison. Oui. Je me suis mariée, j'étais mariée quand je suis partie de cette maison, puis maman l'a vendue, donc c'est une maison où je ne suis plus revenue ni rien. Et voilà que maintenant, elle me revient en plein visage comme ça, sans arrêt. Vous aviez 20 ans? J'avais 20 ans quand je suis partie, oui, de la maison. Enfin, je suis partie parce que maman a dû... mon grand-père est mort, maman a vendu la maison, elle est venue habiter avec moi quelque temps, puis bon, après chacun a fait son chemin, mais je ne comprends pas. Et alors, c'est pour ça que je me suis permise de vous appeler, parce que vous donnez de tellement bons conseils. Oh, c'est gentil ça, Béatrice. Je vous assure. Et comme ça, vous allez me conseiller si je dois vous consulter ou qu'est-ce qui se passe à moi. Qu'est-ce qui se passe en vous? Écoutez, donc vous dites que vous aviez 20 ans. Quel âge ont vos filles ou vos petites filles? Oh, ma fille. Alors, écoutez, j'ai une fille qui a 55 ans. Oui. Il y en a une autre qui a 51 ans. Une autre 49 ans. Oui. Et vos petites filles, vous en avez? Un petit-fils. Alors, j'ai un petit-fils de 30 ans. Un de 29, un de 23, un de 19, un de 18 et une petite fille de 11 ans et demi. D'accord, donc ça en fait du monde, c'est du beau monde tout ça. Ça en fait du monde, mais je peux vous dire, Caroline, que je suis souvent seule. Mais oui. Alors c'est pour ça que, je sais pas, en vieillissant maintenant, je me retrouve de plus en plus seule et je crois que cette enfance où j'ai peut-être été heureuse, mais oui. J'ai été heureuse à ces moments-là, parce qu'après, il s'est passé des choses dans la famille comme partout, vous savez, et après, ça n'a pas été la joie de l'enfance, quoi. Et c'est pour ça que je revois tout ça. Mais vous avez tout à fait raison. C'est parce que ça vous rappelle une période très heureuse de votre vie et que ça vous fait du bien d'y penser. Et oui, mais du bien, vous savez, Caroline, quand je suis là, tout d'un coup, mettons que je fais quelque chose et que, hop, je me revois dans cette maison. Oui, mais ce sont des souvenirs agréables. Ah oui. Donc c'est bon d'y penser. Des fois, vous savez, c'était... Excusez-moi de vous dire ça, mais le samedi soir, on avait une cheminée l'hiver, là, et maman faisait des frites, la grillade et tout ça, et on était tous autour de la table, c'était agréable. Ouais.
des petites soirées de Noël aussi. Pas avec papa ni mon grand-père parce qu'ils allaient au lit, mais mes deux sœurs et maman, nous allions à la messe de minuit, et puis après on mangeait une petite bricole. Alors c'est des bons souvenirs, ça. Ah oui, mais ça vous fait beaucoup de bien d'y penser quand vous êtes seul. Ces souvenirs vous tiennent compagnie, ils sont là, et ça vous fait chaud au cœur. Oui, Il s'agit de ça. Oui, mais seulement c'est ce que je me disais, mais peut-être ça me perturbe. Je ne crois pas, moi, Béatrice. Vous savez, je crois que tout simplement les souvenirs, notre passé, notre enfance, les bons moments, c'est tout ça qui donne un sens à notre vie, à un moment où précisément on a besoin de se souvenir, de savoir ce qu'on a vécu, qui on était à telle ou telle époque. Et oui, parce qu'en ce moment, je vais vous dire, franchement, je fais de la déprime parce que, comme je vous dis, mes filles, elles partent en vacances et on ne me prend jamais on ne me prend. Pourtant, j'ai gardé, me suis occupée de mes petits-enfants, j'ai hébergé mes filles quand elles en avaient besoin, le temps qu'elles construisaient leur villa et tout. Enfin, c'est pas sympa, ça. Et maintenant, mais si vous savez, Caroline, comme je me retrouve seule, et je pleure, sans arrêt, je pleure en ce moment. Ah oui, là, vous êtes un peu déprimée. Oui, alors, je vais vous dire, l'autre jour, j'ai entendu que vous disiez à un monsieur qui s'appelait Pierre, qui vous parlait de son papa, et qui vous disait que son papa... C'était hier soir, Pierre. Hier soir, peut-être, oui. Et vous lui disiez, la déprime, ça commence par on a envie de rien, et bien voilà, alors je me suis dit, voilà, c'est ce que j'ai. Ah, peut-être. C'est ce qui m'arrive. Alors là, à mes filles, je leur dis, oui, vous allez me mettre dans une maison. Enfin, mais vous m'avez l'air très vaillante pour aller dans une maison. Mais oui, mais je vais vous expliquer ce qui m'arrive aussi. Je suis, justement, seulement, j'ai très mal à un genou, il faudrait que je mette une prothèse et je ne veux pas le faire. Pourquoi ? Parce que je crée cette prothèse. Chaque fois que je me suis fait opérer, ça a mal tourné, l'opération a mal tourné, ça a mal marché, ça n'a pas été réussi. Donc, j'hésite, et c'est pour ça, avant, j'allais marcher, je faisais de l'aquagym, je faisais de la gymnastique, de tout. Et maintenant, je ne peux pas faire tout ça, vous comprenez ? Oui, c'est-à-dire que vous êtes un peu immobilisée. Voilà. Et alors, je peux marcher un peu et tout, parce que je vais voir un bon kiné qui m'évite l'opération, vous voyez. Mais je ne peux pas faire comme je faisais avant. Ouais. Voilà. Alors, ce que je me dis, je vais simplement vous poser cette question. J'ai envie, vous savez, en septembre, quand reprennent les activités, de faire de la relaxation. Peut-être tout ça me permettrait un peu d'être plus calme à moi. Mais c'est une bonne idée, ça, Béatrice. Peut-être qu'effectivement, ça vous permettrait de vous apaiser. Mais vous avez quand même soulevé un problème important, c'est-à-dire que vous êtes triste et que vous pleurez souvent. Ah oui, pour un rien. Pour un rien, donc une hypersensibilité et tout. Vous savez ce qu'on va faire ? Commencez par un peu de relaxation. Et puis, maintenant, rien ne vous empêche non plus d'écouter de la musique, de regarder des émissions qui vous intéressent. Oui, ça, heureusement qu'il y a la télé. Voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Oui. Mais ça suffit pas, c'est pas non plus une amie, c'est pas quelqu'un avec qui on bavarde. Oui. Alors, déjà, en faisant de la relaxation, vous pourriez rencontrer d'autres personnes et avoir avec qui bavarder, avec qui échanger un petit peu. Même si vous n'y allez que 2 fois par semaine, ça vous ferait du bien. Et puis si au bout de 2 mois, vous continuez de voir que ça va pas plus que ça, que c'est un peu juste, comme on dit, allez voir un médecin et parlez-lui. Allez voir un médecin et puis c'est lui qui saura vous dire si éventuellement vous avez besoin de quelque chose. Voilà, oui, parce que figurez-vous, dernièrement, je suis allée voir ma cardiologue parce que j'ai eu un petit problème. Et elle m'a dit, ouh là là, vous êtes déprimée. Elle me dit, alors elle m'a donné des cachets, vous savez. Mais ces cachets, quand je les prends, pourtant, c'est à base de plantes. Il me donne mal à la tête. Ah, d'accord. Alors j'ai envie d'aller voir mon docteur traitant et de lui en parler. Exactement, parce exactement. Que je ne peux pas rester comme ça. Vous voyez, ce soir, aujourd'hui, j'ai gardé ma petite fille. Après, dans l'après-midi, elle s'est amusée avec une petite copine, ma petite fille qui a 11 ans et demi. Et tout d'un coup, elle me dit, demain, je vais bien m'amuser avec ma copine quand tu seras partie. J'ai dit, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que je te le dis pas. Et demain, elle me dit, viens qu'à 11h. Je dis, pourquoi ? Eh bien, vous savez ça, Caroline, ça m'a fait pleurer. Mais oui, alors que c'est une enfant. C'est une enfant, justement, et je le prends mal. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous êtes en proie à une hypersensibilité. En ce moment, c'est affreux, c'est affreux. Alors mes filles m'appellent, elles me disent, mais maman ne fait pas comme ça, on fait tout ça, mais personne ne peut... Enfin, je sais pas. En ce moment, je suis vraiment mal.
Alors, des fois, vous aviez une amie, mais vous n'en avez pas d'autres Mais non, justement, parce que je vais vous dire, Caroline, depuis que j'étais jeune, chaque fois que j'ai eu des amis, tout d'un coup, pourtant j'étais gentille avec elles et tout, elles sont parties comme ça, on m'a laissé tomber, disons. Alors, ça fait que après, vous savez, j'ai essayé de lier amitié, mais les amis que j'avais, ça ne marchait pas. Peut-être que vous êtes trop gentille. Et justement, j'en ai une, l'amie qui est partie là, mais cette amie, on est toujours amis, mais seulement elle est partie à 40 km et on ne peut pas faire le trajet tous les jours. Hein. Bien sûr, mais on peut s'appeler déjà. On peut s'appeler, mais on s'appelle. Et c'est une amie qui avait perdu son mari, et quand elle a perdu son mari, elle m'a dit, heureusement que tu as été là, parce qu'elle m'a dit, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Tous les jours, elle m'appelait, tous les jours, on allait promener, j'étais près d'elle sans arrêt. Et maintenant, donc, elle a voulu quitter Montpellier. Je vous dis, j'habite Montpellier. Bon, peut-être il fallait pas le dire, mais enfin. Et donc, elle est partie dans une petite ville à côté. Et voilà que je l'appelle, mais c'est différent, vous comprenez, c'est pas comme avant. Parce que là, et alors elle me le disait. J'ai dit, tu sais, je dois être méchante quand même pour que les gens comme ça, les amis que j'avais me laissent tomber. Elle me dit justement, tu es trop gentille. Voilà, je pense que vous êtes trop gentille. Voilà. Maintenant, bon, elle habite à 40 km, mais ça n'exclut pas que vous puissiez la voir peut-être au moins une fois par semaine. Oui, mais maintenant, elle vient de rencontrer un copain, alors ils sont toujours ensemble. Si elle a rencontré un copain, c'est que ça peut vous arriver à vous aussi. Hein. J'en avais un, mais c'était infernal. Hein. Ouais. Oh, non, j'en avais un. Pendant 30 ans, j'ai eu un copain. Mais alors, c'était quelque chose d'affreux. Un caractère épouvantable, on ne s'entendait pas. Alors, Et ça a duré quand même 30 ans, donc... mais 30 ans de dispute, alors c'était pas ça la occupe, peine, hein. Ouais. Alors maintenant, ce qu'il y a, on est amis, comme il part, il a des locations dans des villages voisins, il va, et moi je m'occupe, je fais sa secrétaire. Ouais. Voilà. Alors, vous savez, Béatrice, j'ai Louise en réaction qui souhaiterait vous parler. Oui, peut-être. Bonsoir, Louise. Merci. Oui, bonsoir, Caroline. Merci de réagir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Béatrice ? Alors, j'ai à dire, d'abord, je suis médecin. Oui. Donc, étant donné son âge, il y a quelque chose de très courant qu'on a méconnu pendant très longtemps, mais qu'on sait maintenant, mais certains médecins l'oublient, c'est que chez les personnes âgées, il y a des problèmes avec la thyroïde qui donnent des dépressions. Ah, mais bien sûr. Et en fait, c'est pas des antidépresseurs qu'il faut prendre, il faut traiter le problème thyroïdien. Donc, la première chose qu'elle doit faire, c'est aller voir son médecin généraliste et lui dire effectivement ce qui se passe et demander un bilan thyroïdien. Les malades peuvent, maintenant qu'ils savent qu'ils ont des moyens d'Internet, la radio comme la vôtre, une émission, la télévision, peuvent se poser des questions qui sont justes et qui leur rappellent ce qu'il faut savoir, quoi. On dit souvent que c'est les malades qui donnent leur propre diagnostic, simplement c'est le médecin qui donne simplement le nom spécialisé du langage médical qui est le nôtre. D'accord. Vous avez entendu, Béatrice ? Oui, mais un bilan justement, je suis suivie parce que j'ai des nodules sur la thyroïde. Ah oui. Et alors, voilà, mais seulement je fais une échographie chaque année et il ne bouge pas. Alors non, mais là c'est pas des nodules, c'est pas des nodules, c'est un ralentissement de fonctionnement. Un ralentissement. Ah d'accord, il faut qui est lié à l'âge. Vous voyez, c'est comme d'avoir des cheveux blancs. Ah oui, oh là là. Vous voyez. Et donc en fait, on récupère sa dynamique. C'est une glande très très importante. Oui. Et on récupère sa dynamique en prenant des hormones thyroïdiennes de substitution, du lévothyrox, pour combler le déficit en fait. D'accord. Plus certainement, vous êtes en hypothyroïdie. Voilà, parce que vous me semblez quelqu'un de très vive. Oui. Et surtout, moi, ce qui m'inquiétait, c'est les flashs effectivement qui vous viennent. Oui. Parce qu'on dit ça plutôt avant qu'on meure, figurez-vous. Je ne veux pas vous inquiéter du tout. Comme vous êtes quelqu'un de très vif, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est plutôt que vous êtes déprimé. La dépression peut conduire à un aspect mourant, voyez-vous, morbide. Donc vraiment, c'est le plus probable, c'est ça. Ah bon? Ah d'accord, oui, c'est tout simple. Et c'est tout simple à régler. C'est rien. Non, vous avez l'air en pleine forme. Malgré votre genou, vous avez l'air en pleine forme. C'est ce que je me dis. Moi, c'est le plus sûr. Voilà, moi qui étais si active et tout, vous savez, je bougeais, j'allais, je venais, de me voir comme ça. Maintenant, c'est ce qui me déprime. Bien sûr. Oui, ça c'est sûr, oui. Ah bon, alors donc, j'en parlerai à mon docteur. C'est une très bonne idée. Je vous remercie, Louise, de cette initiative. Voilà, c'est vraiment sympa d'avoir appelé. Merci, Louise.
revoir. Ah ben, je vous remercie, mais alors les flashs avant de mourir, et ça... Mais non, c'est pas ça, ça donne le côté déprime. Tam a tout à fait raison, Louise a tout à fait raison. Une déficience thyroïdienne peut parfaitement provoquer comme ça une petite déprime passagère qui se régule très bien avec le traitement adapté et vous allez vous retrouver comme neuve. Et puis vous savez ce que j'aimerais moi, Béatrice, c'est que peut-être vous preniez contact avec des clubs ou des associations, parce qu'effectivement, elle a raison, Louise, vous me paraissez quand même bien tonique. Mais oui, bon, ça un peu trop des fois. Parce que ça... Et alors, je reçois un SMS de la part de Jim qui dit: Béatrice, pourquoi ne pas accueillir un étudiant ou une étudiante chez vous si vous avez un logement spacieux? Ça vous permettrait d'avoir une compagnie. Et non, je peux pas parce que mon petit-fils vient des fois coucher avec sa copine et je peux pas avoir près que d'autres personnes. D'accord, j'ai compris. Bon, merci à vous, Béatrice. Écoutez, je vous remercie. Bon courage. C'est très gentil de m'avoir donné tous ces conseils. Je vais passer une bonne nuit. C'est sympa. Merci. Au revoir, Béatrice. Béatrice. Bonne soirée. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. La jazz et la java, Claude Nougaro sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Bien, nous allons maintenant accueillir Emmanuel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi Moi, je suis un petit peu ému. Oui, c'est normal, ça fait ça au début, ça fait ça les quelques premières secondes, et puis après, alors je vais vous dire, on oublie complètement, parce que vous êtes au téléphone et ça vient tout seul. Voilà. Moi, je suis un très jeune auditeur d'Europe 1, et en fait, ça fait quelques soirs que je me surprends à écouter votre émission, et je me suis dit, bon allez, je vais franchir le pas, et je vais vous appeler pour vous raconter un petit peu cet épisode de vie qui me suit depuis maintenant 2 ans, qui est un petit peu difficile, et je voulais avoir votre avis avisé. En fait, voilà, moi j'ai vécu une vie tout à fait stable, rangée auprès d'une femme qui était médecin psychiatre, et qui donc pendant 18 ans on a été mariés, 2 enfants, et puis peut-être son métier, peut-être moi, notre activité, on s'est un peu éloigné, puis de plus en plus, et puis à l'occasion, on a intégré un petit groupe de poker. On aime bien jouer au poker, et à ce groupe de poker, en fait, j'ai rencontré une personne qui peut-être certainement, en fait, a été pour moi l'évidence que mon couple était vraiment sur la fin. Un révélateur. Révélateur. Et puis donc j'ai décidé, de partir de la maison pour vivre en fait avec cette femme qui elle-même me disait que son couple était déjà également en difficulté, mais qu'elle n'avait pas du tout cheminé de la même façon que moi, qu'elle en était peut-être plus au début de la réflexion, alors que moi j'en étais vraiment sur la fin, quoi. Oui. Et donc moi je suis tombé en fait dans une espèce de passion, vraiment ça a été super fort très très vite en fait tous les deux. Donc moi, ça m'a vraiment complètement, poussé vraiment à partir et à prendre un appartement et vraiment à me mettre dans une situation pour la tranquilliser, pour la rassurer, pour lui dire que voilà, je franchissais le pas et que je voulais vraiment qu'elle me rejoigne et qu'on vive ensemble. Et donc ça, c'était en janvier 2012. Et elle était dans la démarche de progressivement mentaliser le fait qu'elle aussi voulait partir, mais que elle n'était pas forcément non plus toujours, elle n'était pas prête forcément immédiatement à le vivre. Et donc moi je suis parti en janvier, et puis donc on se voyait avec la liberté que ça peut avoir d'une femme qui cache cette relation, qui reste quand même encore à la maison. Elle a 2 petites filles qu'elle ne pouvait pas forcément non plus, elle pouvait pas changer de vie comme ça radicalement, quoi. Bien sûr. Donc oui, Emmanuel. Ah, j'ai perdu Emmanuel. Emmanuel, vous êtes là? J'ai l'impression. Oui, je suis là. Ah pardon, je vous ai perdu quelques instants. Ah non, je suis là. Moi, je l'ai pas perdu. Voilà, donc on est donc au mois de mars, et au mois de février, en fait. De cette année.
en 2012, au mois de février en 2012, mon ex-femme, en fait, effectivement, je ne lui ai pas dit. Donc après, on analysera ensemble si c'était une bonne chose ou pas. Je lui avais pas dit, effectivement, que je partais pour quelqu'un. Je voulais pas rajouter à sa peine. Enfin bon, c'est peut-être aussi l'âge de ma part. Non, pas forcément. Ça peut aussi être généreux. Bon, moi, au départ, c'était vraiment, je vous le promets, c'était dans une attitude de pas en rajouter, parce que déjà, c'était quand même extrêmement douloureux pour elle, pour moi aussi, donc je voulais pas en rajouter. Donc en février, elle est tombée sur un mail, comme on peut peut-être avoir pu échanger avec l'autre personne. Et donc là, découvrant le poteau rose, elle a appelé donc le mari de cette femme, et donc là, la relation est arrivée au grand jour. Donc cette personne est partie également de chez elle. Donc cette jeune femme est partie, d'accord. Elle est partie au mois de mars, voilà, elle est partie une quinzaine de jours, annonçant certainement qu'elle voulait faire un break à son mari. Bref, au bout de 15 jours, elle est rentrée. Donc déjà, on a vécu 15 jours qui étaient super forts, et elle est rentrée, me disant que c'était vraiment brutal à l'annonce. Enfin, c'était brutal le fait que tout soit apparu comme ça au grand jour. C'était vraiment très brutal, et qu'il fallait qu'elle mette vraiment un point final à sa relation. Donc ça a continué comme ça jusqu'au mois de juillet 2012, où là, au 1er juillet, elle est partie. Elle est partie vraiment avec, je pense, la forte volonté, cette fois, de mettre la fin à son histoire. Ça a duré 1 mois. Et début août, mi-août, en fait, elle m'a dit, écoute, vraiment, j'y arriverai pas. Voilà, je ne sens pas la force d'exploser ma famille, de m'opposer à mes parents qui étaient dans une opposition super forte. Ses amis étaient également vraiment à essayer de faire en sorte que le couple tienne. Bref, il y avait quand même des freins, il y avait quand même des vents contraires qui étaient forts. Oui. Et ce qui fait qu'elle m'a dit, voilà, écoute, voilà, je reviens à la maison, je mets un terme en fait à notre histoire. Je vais essayer de t'oublier, puisque je fais ce choix effectivement de revenir auprès de mes filles, et me précisant même qu'elle n'avait plus aucun sentiment amoureux pour son mari. Donc, elle se sacrifie donc. Oui, bon, en m'annonçant effectivement qu'elle se sacrifiait. Sur l'instant, entre mon divorce, que je vivais forcément pas trop mal, puisque c'est moi qui avais pris cette décision. Oui. Et je me disais, je repars vers autre chose dans ma vie, et je reconstruis en fait ma vie avec quelqu'un d'autre. Et là, tout s'est écroulé en fait. Tout s'est absolument écroulé. Et donc cette personne, elle a mis fin à cette histoire en août. C'était en août, voilà. On s'est revus un petit peu après, parce que pour elle, c'est aussi très douloureux de me laisser. Donc ça a continué comme ça 2-3 mois. Et après, donc elle m'a demandé de ne plus lui écrire. On s'est coupé de nos contacts Facebook. Enfin bref, c'était pour moi. Vous avez rompu les amarres cette fois-ci. Elle surtout, moi j'avais un mal fou, quoi. J'étais tout le temps à lui envoyer quelques SMS. Ces SMS s'espaçaient de plus en plus. Des SMS sans réponse. Enfin c'était dur. Et puis, voilà, donc à aujourd'hui, donc ça, sur toute l'année en fait, la deuxième moitié de l'année 2012, donc ça a été vraiment un silence de plus en plus marqué. Et puis également début 2013, jusqu'à ce que j'apprenne il y a à peu près 1 mois et demi que cette fois, elle était réellement cette fois définitivement partie. Donc là, j'essaie de la recontacter. Elle me contactant pas, je me doutais que c'était pas forcément moi finalement qu'elle allait choisir. Et donc, je suis allé la voir à son cabinet pour essayer d'avoir des réponses. Et là, j'ai vraiment trouvé une femme qui était très différente de celle que j'avais connue, qui avait cheminé. Elle voyait un psy qui certainement lui avait dit, si tu veux vraiment faire Enfin, je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu d'abord, clairement, elle s'est fait consigner comme quoi si elle voulait vraiment revenir auprès de son mari, il fallait qu'elle m'oublie complètement. Ce qui était logique, ce qui peut être logique, parce que revenir en vous ayant dans la tête, là, c'était tout de même plutôt triste. C'était l'enfer, passeport pour l'enfer. Voilà, c'est clair. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que par contre, on s'était effectivement quittés, où elle me disait, voilà, je fais un sacrifice, mais en clair, on s'était quittés, mais sans se dire adieu, quoi. C'est-à-dire que je fais un sacrifice, mais
Mais le jour où vraiment je trouve l'énergie et cette fois je pars vraiment, en clair, tu seras la première personne que j'appelle. Et voilà, moi j'étais resté sur ce sentiment que vraiment, donc j'étais toujours tenu un peu dans un espoir, quoi, en me disant bon voilà, un jour je vais avoir un coup de téléphone, le fameux coup de téléphone qu'on peut attendre, etc. Et puis en fait, il n'y a pas eu de coup de téléphone, il y a eu même un silence absolu. Et puis je l'ai appris par une tierce personne. Qu'effectivement, finalement, elle était partie de chez elle, quoi. Donc là, j'ai tenté de l'appeler, elle ne répondait pas. J'ai tenté de lui envoyer deux SMS qui étaient sans réponse, et donc je suis allé la voir directement parce que je voulais vraiment voir. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Non, elle m'a dit voilà, en fait, on a vécu une passion. Voilà, on a vécu. La psy que j'ai vue m'a fait comprendre qu'en fait, c'est une passion qu'on a vécue. Pas grand-chose de plus. Enfin, c'était des mots assez durs, hein. Sans grand-chose de plus. Et puis maintenant, voilà, je suis passé à autre chose. Et en clair, fais le deuil de cette histoire, ne me contacte plus et oublie-moi, quoi. Voilà. Donc assez violent quand même. Et pourquoi en fait Caroline, j'ai voulu vous contacter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile parce que finalement, je me dis, j'ai quitté cette femme avec qui j'avais construit pendant 18 ans en étant persuadé effectivement que j'allais refaire ma vie avec quelqu'un d'autre que je souhaitais. Et au final, aujourd'hui, là, je suis tout le temps dans l'alternance. Je vis dans le passé tout le temps en me disant j'ai effectivement laissé cette femme, ma femme, qui a vécu effectivement quelque chose de très très difficile, s'est mise sous 2 antidépresseurs, enfin c'était très très compliqué pour elle, et qui finalement elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie. Oui, elle a refait sa vie 6 mois après. Je pense que on a tellement voulu finalement de se rendre compte que c'était aussi pour quelqu'un, donc je pense que ça l'a aussi aidé à certainement peut-être balayer cette histoire et à pouvoir vous détester. Ouais. Et voilà, c'est ça, et à pouvoir me détester, donc pour pouvoir effectivement se reconstruire. Et puis moi je vis dans le passé par rapport, j'ai des regrets peut-être d'avoir balancé mon couple peut-être pour cette femme. Évidemment. Qui au final m'a laissé un peu tomber comme une vieille chaussette. Non, pas comme une vieille chaussette. Hein. Je crois que quand vous la rencontrez, elle n'a pas vraiment l'idée de partir. Elle n'a pas vraiment l'idée de partir. Ça depuis le départ, c'est ce qu'elle vous dit, au fond. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, vous avez dit au bout d'1 mois et demi, après l'avoir rencontrée, je pars en janvier 2012, mais vous partez sans lui demander son avis à elle. Oui, c'est ça, ouais. Donc, vous partez, vous prenez un risque, vous partez sur un coup de tête, parce que je comprends que quand on soit sous le coup du coup de foudre, hein, tout simplement, d'un seul coup, vivre avec sa femme puisse apparaître comme insupportable et en même temps une hypocrisie. On se dit, qu'est-ce que je fais là ? Je me dois tout de même si je ne vais pas lui dire la vérité, je me dois tout de même de ne pas... rouler dans la farine, voilà, c'est une voilà, question c'est ça, exactement. Ouais. Ne pas vivre une double relation, comme certains font beaucoup. Parce que moi, avant de partir, j'ai même des amis proches qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Fais comme moi. Moi, c'est pas forcément la panacée dans mon couple. Un couple, c'est jamais un long fleuve tranquille. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Moi, je crois que vous êtes parti un peu vite. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose à part vous enfoncer un peu plus. Donc, oui. Oui, mais bon, en même temps, ces mots-là sont vrais. Enfin, je veux dire, ce que vous me dites, c'est vrai, et c'est important aussi d'en avoir conscience. Moi, je pense qu'effectivement, j'ai ce caractère-là, parfois un peu impulsif, parfois je fonce un peu. Là, l'amour, parce que moi je pense que j'ai vraiment eu des sentiments amoureux plus qu'une passion vraiment très fort. Et là, je me suis dit, bon, si je ressens ça, c'est que, bon, le couple, effectivement, il faut que je change. Bon, c'est qu'il y a de la place pour ça. Oui, voilà, c'est qu'il y a de la place pour ça. Alors, il y a de la place pour ça. En même temps, vous l'avez dit, j'ai l'impression que mon couple battait un peu de l'aile, s'essoufflait. Vous aviez de bonnes relations avec votre femme ? Oui. Enfin, je veux dire, bon, on a 2 activités professionnelles extrêmement prenantes, donc on avait des bonnes journées bien remplies, parfois des soirées plus à regarder quelques petites bêtises à la télé pour se vider un peu la tête. C'est vrai qu'on avait un peu perdu l'habitude peut-être un peu le soir de vous retrouver. De nous retrouver, voilà. Bon, je pense que voilà, je suis tombé un petit peu dans cette espèce de routine, et c'est vrai que cette relation-là ça m'a chamboulé complètement. Je suis parti dans un espèce de tourbillon incroyable en me disant
Oui, c'est ça. D'un seul coup, vous vous êtes senti vibrer, exister. La vie a repris des couleurs, si je puis dire, et ça vous a redonné un moment de l'intensité. Oui. En occultant, et c'est là où je me rends compte aujourd'hui, en occultant que cette femme, c'était aussi un appui fort, que c'était aussi pour moi un équilibre important. Pourquoi vous n'allez pas lui parler, Emmanuel ? Non, je lui en ai déjà parlé. Hein. J'ai tenté déjà qu'on se voit tous les deux pour lui dire ça. Pour elle, c'était pas envisageable qu'on se voit. J'ai quand même, je lui ai dit, parce qu'on se voit quand même régulièrement. Oui, parce que vous avez des enfants. Je vais récupérer les enfants, voilà, etc. Donc, mais c'est pas avec les enfants autour que je lui dis ça. Tout à fait, vous avez raison. Je lui ai dit ça un jour au téléphone, en lui disant que j'avais compris après coup que que cette personne, en fait, ça arrive d'éprouver un coup de passion après 18 ans de mariage. Personne n'est à l'abri. Ça arrive de se tromper, ça arrive de faire des erreurs. Je veux dire, l'erreur est humaine. Et la vie est comme ça. Un couple n'est pas linéaire. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crises. Peut-être que vous avez vu une fin là où il n'y avait qu'une crise. Voilà, c'est ce qu'on peut, dire. Est-ce que c'est sérieux vraiment cette relation de votre ex-femme avec son nouveau compagnon ? Bon, sérieux. Elle, c'est une femme qui est sérieuse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme de devoir, cette femme. C'est-à-dire que je pense qu'elle s'est engagée dans une relation. Elle la vit effectivement, je pense assez sérieusement. Maintenant, pour la connaître bien, je pense pouvoir dire que c'est de toute façon pas ce qu'elle aurait souhaité, ça c'est très clair, puisqu'un jour elle m'a dit de toute façon moi je ne t'aurais jamais quitté. Donc en clair c'est... Est-ce que vous pouvez lui dire ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que tout le monde fait des conneries, Emmanuel, vous savez. Voilà, non, vrai, et que aimer vraiment, c'est justement aimer l'autre même quand il a une tâche. Oui. Et que vous avez pris conscience, vous, de l'erreur, peut-être, en tout cas, qu'elle y réfléchisse, et qu'elle y réfléchisse et que vous aimeriez continuer à la voir. Mais en même temps, vous êtes, je crois, très déçu de ce qui s'est passé de l'autre côté. Oui, super déçu, super mal. Dans l'interrogation. Mais je crois que cette femme, elle n'était pas du tout prête à partir au moment où vous la rencontrez. Elle s'est laissée emporter. Voilà, elle n'en était pas du tout au même point que vous. Vous avez vécu un moment de folle passion, un mouvement comme ça qui vous a entraîné. Elle, je ne dis pas qu'elle n'était pas aussi dans une intensité, mais en tout cas, et elle ne cesse de vous le dire, puisqu'elle fait des effets successifs et ça ne se passe pas, des allers-retours, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, et quand elle y arrive, c'est pas avec vous que ça se passe. Et je vais vous dire, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. On reste rarement, en fait, avec la personne qui d'un seul coup vous fait prendre conscience que votre couple n'est plus celui. C'est comme ça. C'est parce que l'autre, si vous voulez, est chargé de ce moment, est chargé de ce moment-là, et il appartient à ce moment-là, et on n'a pas envie de poursuivre. Donc c'est pas tout à fait un hasard. C'est assez fréquent. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit en fait que j'ai représenté effectivement pour elle la prise de conscience. Voilà, mais c'est pas forcément avec vous qu'elle avait envie de passer le reste du temps. Emmanuel, je vous remercie de votre appel parce que malheureusement notre émission s'achève. Mais vraiment c'est intéressant, et puis j'espère que vous allez trouver un équilibre. N'hésitez pas à nous rappeler en tout cas le cas échéant. Très belle nuit à vous. Merci beaucoup Caroline. Belle nuit, merci. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.